Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons à présent du Togo. Bientôt un examen du bac blanc. Le baccalauréat au Togo, à partir de cette année, pourrait se faire avec un essai d'abord, qu'on appelle souvent bac blanc, en attendant la période officielle de l'examen. Et cette période de bac blanc, ce sera du 24 au 27 mars, sur une note adressée par le ministre Doji Kokoroko aux responsables régionaux de l'enseignement. Il informe que cette mesure prendra effet à partir de cette année. Et donc, pour cette période, 24 au 27 mars, les élèves, plutôt en classe de terminale, devront faire un petit essai pour voir quels seraient peut-être les résultats à l'examen du bac. Peut-être une solution ou une approche parmi tant d'autres pour faire face à la baisse de niveau ou aux résultats en baisse depuis constaté l'année passée, surtout sur l'étendue du territoire en matière de résultats de fin d'année. Nous en parlons avec nos invités. La parole pour ce quatrième sujet, à qui veut la prendre en premier. Désormais, le bac blanc aura lieu de façon officielle et ce sera sur toute l'étendue du territoire, comme si les élèves allaient au baccalauréat session normale. Mais écoutez Guillaume, je pense que toutes mesures qui participent à aider donc les élèves à maintenir le niveau, à préparer au mieux donc l'examen donc de fin d'année. Vous savez que le baccalauréat deuxième partie, c'est le premier diplôme universitaire. Et c'est le diplôme qui vous ouvre donc les portes donc des différentes écoles de formation, également des universités publiques. Si vous vous comportez bien à cet examen-là, si vous arrivez à travailler et avoir une moyenne conséquente, vous avez plusieurs possibilités. Oui. Ça vous permet donc vous avez une multitude d'opportunités qui s'offrent à vous et c'est à vous de choisir véritablement parce que vous aurez travaillé dans les différentes matières et dans les différentes disciplines. Et je pense que c'est une bonne mesure parce que les autorités de l'enseignement donc de notre pays estiment que cet exercice va permettre donc d'évaluer les acquis des élèves, d'identifier donc leurs éventuelles difficultés et de leur permettre donc de se ressaisir avant le bac même qui aura lieu dans le mois de juin 2025. Mais aux enseignants, c'est véritablement un outil de diagnostic afin donc d'adapter leur stratégie pédagogique pour améliorer donc l'encadrement en vue donc de cet examen officiel. Et également ça leur permet également de se mettre pour ces enseignants là qui ont cette opportunité donc de participer donc aux sessions de correction donc de cet examen là, de se mettre dans des conditions optimales de préparation en vue de donner le meilleur d'eux-mêmes pour une meilleure correction, parce que le bac ce n'est pas seulement la composition des différentes épreuves, mais c'est également la session donc de correction, et la correction doit être faite dans des conditions optimales avec des enseignants qui se mettent véritablement dans ces conditions-là pour corriger au mieux donc les épreuves, les copies donc des élèves. Sauf que en réalité, quand vous regardez un peu l'histoire de notre pays sur le plan éducatif, ce n'est pas véritablement une mesure ex nihilo. C'est véritablement quelque chose qui se faisait, même si c'était informel. C'est-à-dire que nous, par exemple, nous avons eu la chance de participer à un bac blanc dans notre localité. On vous met véritablement dans des conditions optimales d'examen, c'est-à-dire que vous êtes un par banc, vous êtes aligné et tout ce qui est exigé en termes de dispositions à prendre pour participer à l'examen, on vous met véritablement dans ces conditions-là. Et donc c'est quelque chose qui se faisait. Je ne sais pas si avec le temps il y a eu une relâche véritablement, mais c'est quelque chose qui se faisait par le temps même avant nous. Après nous, ça s'est poursuivi également et ça se faisait sur le budget donc des différentes inspections, okay. Des différentes directions régionales donc de l'éducation, souvent même des différents établissements et tout ça là. Je pense qu'il y a plusieurs moyens de mettre les élèves dans des conditions de préparation de l'examen. Il y a énormément de devoirs qui sont organisés. Dans d'autres écoles, vous allez voir, par semestre, il y a 2 tours de devoirs qui sont organisés, sans compter les interrogations qui sont faites dans les classes par les enseignants. Il y a également les examens de chaque semestre qui sont également organisés. Souvent, on se demande est-ce que ce n'est pas trop lourd pour les élèves, parce qu'à force de les soumettre à des évaluations répétitives comme ça,
C'est-à-dire que les enfants finissent par s'épuiser véritablement. C'est vrai, il faut penser à leur mettre dans des conditions, mais je pense que au niveau donc des écoles, au niveau donc des directions régionales de l'éducation, il y a déjà des devoirs. Souvent même il y a des devoirs régionaux qui sont organisés. C'est-à-dire on harmonise donc les différentes épreuves au niveau donc de chaque région ou souvent même de chaque préfecture pour que les lycées aient les mêmes épreuves dans les disciplines. Et pour que cela se passe au même moment que ça se passe dans un établissement, c'est la même chose partout. Donc il y a aussi ça qui se fait. Et il y a également les examens de fin de semestre ou de fin de trimestre, ça dépend de l'organisation de chaque établissement. Même si ce n'est pas fait de façon régionale, il y a des établissements qui s'organisent à se réunir ensemble et à composer des épreuves ensemble. Et ça permet également de mettre à contribution le travail intellectuel donc des enseignants en termes de composition des épreuves et tout cela. Et donc moi je pense que en soi c'est une bonne mesure, mais après il faut qu'on s'interroge, est-ce que cela ne puise pas véritablement les apprenants? C'est vrai que c'est dans une démarche qui s'inscrit dans cette réforme curriculaire qui est en cours. Également la méthodologie pédagogique ou l'approche méthodologique qui a changé au cours de ces dernières années également. Mais il faut également qu'on s'interroge, est-ce que l'intérêt supérieur de l'apprenant est pris en compte? Quoi cela peut-il mettre à mal l'intérêt supérieur de l'apprenant? Quand vous dites ça épuise, est-ce que Monsieur Guillaume, imaginez, je vais vous donner juste quelques exemples. Imaginez dans un établissement où on a 2 tours de devoirs. C'est-à-dire que pour chaque semestre, vous avez 2 tours de devoirs. Et il y a certains enseignants qui ont institué dans sa discipline que chaque mois, il doit faire deux interrogations. Les élèves savent que l'enseignant doit faire... Il corrige toujours, mais les enseignants corrigent. Ça épuise les enfants. Je suis surpris. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on appelle un enfant? Un enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. C'est quelqu'un dont le cerveau est en train de se construire. Quelqu'un qui n'a pas encore toutes les capacités d'un adulte. Vous auriez aimé qu'on ne fasse pas tout ça? Non, j'ai pas dit, j'aurais aimé qu'on ne fasse pas tout ça là. Mais cela n'épuiserait souvent, pas trop de réformes tue le système éducatif. Pour vous, ça tue. Trop de réformes, souvent ça tue le système éducatif. Quand on veut mieux faire, on veut exceller, souvent on risque de détruire tout ce qu'on a fait. Et je pense qu'il faut tenir compte de l'avis des associations, des parents d'élèves. Il faut prendre en compte leur avis. Il ne faut pas rester au sein du pouvoir central et annoncer des mesures comme ça. Il faut qu'il y ait une initiative inclusive. Il faut qu'il y ait une initiative participative et qu'on fait participer les parents d'élèves qui connaissent mieux les enfants et qui peuvent donner leur contribution pour améliorer les choses. En soi, c'est une initiative louable, mais après on doit s'interroger également, on doit se poser des questions sur l'opportunité. Est-ce que cela ne va pas épuiser davantage les enfants? C'est vrai qu'on pense à leur bien. Je rappelle qu'ils ont maintenant des congés de détente depuis un qui est déjà utilisé. Il y a le forum éducatif également qui prend une partie. Mais il faut qu'on rappelle aux gens que c'est pas ça qui va permettre à remonter le niveau des J'allais revenir sur ça à mon deuxième tour d'étape. Pour vous, ça ne va pas résoudre le problème de la baisse de niveau, puisqu'on était à 41. Bon, je vais faire le tour revenir si les autres me permettent d'avoir encore un peu de temps. Alors, Prosper Agbo-Clou, un bac blanc, cela commence cette année. Bon, quand on parle de bac blanc, comme l'a souligné Samir, certains établissements l'organisaient. Entre eux, il y en a qui se regroupaient par rapport à la situation géographique et l'organisaient. Mais ça, ce sera sur toute l'étendue du territoire national et ça couvrira la période du 24 au 27 mars 2025. Non, je pense que les technocrates, nos technocrates ont la vision de ce que peut être l'enfant de demain. Monsieur Kokoroko en fait partie et tout son ministère. Ils ont proposé, c'est une proposition qui est faite, qui doit être à l'essai à partir de mars prochain. Encore que sur quelle base ça va se faire en mars? Est-ce que les programmes sont terminés? Moi je me pose c'est une évaluation à mi-parcours, mais je crois quand même que oui, mais je rebondis un petit peu. Et c'est à 3 mois du bac, hein, voilà. C'est pas... mais moi je dis quelque part sur quel rapport le ministère s'est basé pour le faire? Vous avez posé une question
moi qui m'a vraiment taraudé. Est-ce que c'est des constats qui sont venus par rapport à des situations sur lesquelles le ministre s'est basé pour le faire, seulement qu'on ne nous a pas expliqué les choses de fond en comble. On a dit que ça va permettre aux enseignants de se rattraper, on va faire les élèves également de se mettre dans les conditions du bac. Bon, je suis d'accord que ce soit une proposition qui est faite, qui pourra peut-être apporter ses fruits. Mais moi, je restais un peu dubitatif, d'autant plus que la manière de procéder, ça vient trop brusquement. C'est-à-dire que c'est une proposition qui est là et on l'exécute immédiatement sans analyser les contours. Je ne suis pas... Vous pensez que les contours n'ont pas été analysés ou bien vous n'avez pas d'infos? Nous, on n'a pas de contours parce que... Il est parent d'élèves. Oui, il est dedans. Je suis également enseignant parce que je ne suis pas au niveau supérieur, mais je dis c'est nous qui formons les gens. Au troisième degré. Au premier degré. Moi, je suis au premier degré. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas au troisième degré. Mais je dis quelque part, si les intellectuels doivent s'enfermer quelque part et jauger de la situation sans aller vers... Je ne sais pas combien d'enseignants ont été questionnés sur la proposition. C'est une proposition qui est sortie. Le ministre a dit, il s'est adressé à qui? Aux directeurs régionaux de l'éducation qui vont aller vers les enseignants. Mais c'est un acquis déjà. Vous connaissez l'organisation hiérarchique du système éducatif du ministre jusqu'à l'enseignant. Oui. Il y a plusieurs niveaux intermédiaires. Vous avez cité un de ces niveaux qui est le directeur régional de l'enseignement. Oui, il y en a d'autres. Il y a les inspecteurs. Il y a les inspecteurs. Et voilà, justement, il y en a plein. Oui. Alors, est-ce que le ministre doit aller rencontrer forcément tous les enseignants avant de prendre une telle décision? Bon, à mon avis, c'est une question à discuter. Parce que le ministre, en tant que tel, propose. Il est là, je dis, il coiffe un système. Mais ceux qui exécutent le système, ce sont les enseignants. Alors, je suppose que vous voyez peut-être un inconvénient venir. Bon, Quel est cet inconvénient? Bon, pour moi, ça peut être un couteau à double tranchant. Surtout que ça va se faire en mars et c'est à 3 mois. Disons de trucs là, c'est une évaluation qui est faite par rapport à cela. Alors, les insuffisances qui viendront, comment est-ce que les enseignants vont les combler? C'est-à-dire que à partir des manquements ici à la base, c'est à partir de là qu'ils vont reprendre les choses ou greffer ce qui n'est pas fait autour de la question. Alors, vous auriez aimé qu'on ne le fasse pas ou plutôt qu'on le fasse plus tôt? Bon, moi, je pense que pour moi, l'opportunité d'un bac blanc n'est pas aussi... Pour moi, ce n'est pas aussi important. Parce que, d'abord, le contenu même de ce que nous enseignons, c'est pour former des chômeurs. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé, je pense que là, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Maintenant, le travail qu'on trouve les réguler de cette manière, pour moi, en tant qu'enseignant, je ne pense pas que ce soit pour les petits-enfants, on comprend encore un peu. Mais à ce niveau-là, comment est-ce que les réparations vont se faire? Il faudrait que lorsqu'on propose les choses, qu'on dise immédiatement les solutions. Les réparations là que je ne comprends pas jusque-là. Les réparations, écoutez, quand on va par exemple faire le bac à mi-chemin, vous voyez à peu près, alors qu'il y a une grande partie également du programme qui n'est pas encore épuisée. Une grande partie, je pense que depuis octobre jusqu'à mars, ce n'est pas la grande partie qui n'est pas épuisée. 3 mois, il y a une grande partie, 3 mois. Ça fait un trimestre. 3 mois. Je ne refuse pas, mais quand vous prenez d'octobre jusqu'à mars, ça fait pas 3 mois. Donc, disons qu'on a fait une grande partie, si vous le voulez ici. C'est juste le temps. Oui, si on veut équilibrer. Maintenant, il y a une partie, parce que ce qui rend plus l'élève actif, c'est les révisions. C'est les révisions. Parce que après avoir épuisé le programme, il faut réviser. Vous auriez aimé qu'on donne plutôt un temps de révision que plutôt de... Puisqu'il n'y en aura plus. Parce que à partir du mois de mars, peut-être que l'enseignant habile a déjà fini peut-être son programme. Maintenant, il part pour des révisions à partir des exercices, des données fiables. Parce que l'enseignant en classe, lorsque les enfants arrivent, c'est par là qu'il les jauge. Est-ce que le bac blanc n'est pas une forme de révision? Non, c'est sectaire. On va choisir des choses qui peut-être ne sont pas conformes à l'idéal. Mais en fait, c'est ma façon de voir les choses. C'est une bonne proposition, mais je voudrais qu'on prenne le temps pour l'étudier à fond. Savoir que même si c'est cette année qu'on la propose,
on met en place des structures qui fassent des enquêtes sur le terrain. Il y a les parents d'élèves qui ont leur mot à dire là-dessus. Il y a comme on appelle les inspecteurs, les enseignants eux-mêmes, les élèves. On doit inclure tout le monde avant de pouvoir le mettre. Maintenant, c'est que tout le monde est mis devant le fait accompli. Bon, le vin est tiré, il faut le boire, on attend les résultats. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklo. Dieu donne sur nous un bac blanc. Cela commence ce mois de mars pour le compte de cette année 2024-2025. Pour certains, ce n'est pas opportun, mais au regard de la situation, quelle est votre analyse? Non, mais écoutez, est-ce que c'est une décision, cette proposition, ou alors cette note ne me surprend pas, surtout venant d'un ministre, Monsieur les Réformes, qui est le professeur Kokoroko. Depuis un moment, ce chef de département ne fait que des réformes à la tête du département de l'enseignement, du département de l'éducation, bien évidemment. Et cela répond d'une manière ou d'une autre à l'appel que nous lançons depuis 2010, depuis que nous sommes spécialisés dans le secteur de l'éducation en tant que journalistes, appelant à des réformes de l'éducation et appelant plutôt à une assise nationale de l'éducation. Parce que jusqu'ici, n'oubliez pas, nous sommes toujours dans l'application du livre jaune de 1975 qui conduit l'éducation au Togo. Alors, l'appel était de voir une véritable assise nationale de l'éducation et là prendre des réelles et des grandes décisions qui pourront piloter la vie éducative au Togo. Mais cela n'avait pas été le cas, ou cela n'est toujours pas encore le cas, mais il y a un ministre qui est arrivé et qui fait des réformes que moi j'appelle des réformes à la carte. Certaines réformes que nous saluons et d'autres encore sur lesquelles nous restons dubitatifs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'entre-temps, il y a eu une réforme liée à l'apprentissage de l'anglais. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pour l'interrogation. Aujourd'hui, on est en train de parler de quoi? Du bac blanc ou alors de l'officialisation. Est-ce qu'il faut parler de l'officialisation de l'examen du bac blanc? Ou alors de l'harmonisation? De l'institutionnalisation. Ok, de l'institutionnalisation du bac blanc. Est-ce que c'est de cela qu'on peut parler? Oui. Apparemment, c'est ce que cela sous-entend. Chacun le faisait dans son coin. Très bien, d'une manière ou d'une autre. Chacun essaie de jauger les niveaux à travers un examen qu'il organise, peu importe le nom qu'on lui donne. De toutes les façons, c'est d'apprêter l'élève à pouvoir répondre à l'examen et s'en sortir gagnant. Aujourd'hui, mettre cela comme une institution ou alors fixer cela comme une période d'examen. Nous sommes dans une réforme où aujourd'hui les élèves ont droit à des semaines de détente que nous appelons semaines de détente. Jusqu'à ce jour, est-ce qu'on en fait la part des choses pour voir ce que ces semaines de détente ont apporté dans l'éducation voilà, comme impact positif ou alors négatif sur l'éducation de l'enfant? Je reviens de toutes les façons. Les autres réformes, on risque de ne pas avoir le temps pour... De toutes les façons, je reviendrai à cela. Et donc, il y a une semaine qu'on essaie de dégager. Alors, organiser le bac en soi veut dire au moins mettre de côté 2 semaines d'inactivité normale. C'est-à-dire? Il faut une semaine d'examen organisé. En cet intervalle de temps, est-ce que les élèves continuent toujours d'aller à l'école? Ils sont à l'examen, tout comme l'examen normal. Bien sûr. Alors, je voulais faire le parallèle avec déjà les semaines qui se retranchent, les semaines de détente qui se retranchent dans les semaines normales de la pédagogie. Ce qui n'était pas le cas de par le passé. Alors, c'est pour vous dire, il y a des implications qui nous disent par leur nom. En matière pédagogique, il y a certaines petites implications. Beaucoup plus de temps qu'on devrait normalement accorder aux enseignants pour enseigner, mais on les utilise pour faire autre chose, c'est-à-dire on leur donne le temps pour les détentes et puis on leur donne le temps pour aller composer. Maintenant, alors que ce temps pourrait permettre aux enseignants de continuer. Vous avez une idée du temps que les corrections prennent? Et tous les gymnastiques qu'on fait... Pour ce cas, ce sera avec des corrections instantanées. Immédiates. Des corrections instantanées ou non, de toutes les façons, ça va impliquer un certain nombre de mesures, de dispositions à prendre. Et cela, on ne dirait pas que c'est un temps d'ajout, mais plutôt un temps de retrancher. Et cela, moi, ça me pose un problème. En soi, je ne trouve pas d'inconvénient à mettre les enfants à l'épreuve avant la grande épreuve qui est l'examen normal. Mais, je me dis, le contexte, est-ce que le contexte actuel s'y est? C'est là la question que moi je me pose. Et autrement, aujourd'hui, on est en face d'un examen. Et qui dit un examen parle aussi
des dépenses ou alors des implications budgétaires. On sait ce que cela implique en termes de budget, en termes d'organisation d'examen du baccalauréat deuxième partie. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qui a été fait? C'est vrai que tout est subventionné, mais la subvention ne descend pas du ciel. C'est aussi une utilisation du contribuable. Et comment est-ce que cela va se gérer? Ce sont là, moi, des petites questions que je me pose. En soi, à quel besoin cela répond? Justement, j'allais en arriver là. Parce que quand on voit les résultats des examens de fin d'année, je prends juste l'exemple de l'année dernière. De l'année dernière, oui. Est-ce qu'il n'est pas bien séant de prendre des mesures, peut-être pour essayer de remonter la pente? Et de l'autre côté, est-ce que cette réforme, bien ces examens bac blanc, comme on l'a reconnu, s'organisait déjà. Oui, d'une manière ou d'une autre. C'est le fait de l'harmoniser ou de le rendre sur toute l'étendue du territoire qui pose problème. Est-ce que ça ne vient pas que juste renforcer le modèle de révision pour les élèves en attendant qu'il aille à l'examen? Bon, si vous le dites, ça fait... C'est pas moi qui le dis. Bon, de toutes les façons, si votre analyse vous amène à cela, mais je dis, ce n'est pas que c'est ce moyen par lequel il faut aller à la révision. Il faut organiser. Il y a une autre façon d'organiser. Parce que le temps d'examen, c'est quoi? Donnez-moi un autre exemple, par exemple. On pourrait faire des Je voudrais vous dire, le temps d'examen en soi, c'est une période de stress et de pression pour l'apprenant d'abord. Et cela vient bien avant la période normale des examens. Vous voulez qu'on soumette l'apprenant à plusieurs temps de pression avant de sortir gagnant de son examen? Je suppose que vous serez d'ailleurs contre les compositions qu'on fait en fin de trimestre, en fin de mois, parce que moi je me rappelle, nous on faisait des compositions pratiquement tous les mois. Vous êtes contre cela? Je ne peux pas être contre ça. Cela voudrait dire l'institution. Non, l'institution de cet examen blanc n'abolit pas ces examens-là et ces compositions-là. Cela veut dire toutes ces compositions, selon les différents établissements, sont toujours en place et gardées. Alors, c'est le fait de le faire au plan national qui vous dérange? Un surplus. C'est le fait de le faire au plan national. Très bien. Moi, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre manière de rehausser le niveau? Parce que la question de baisse de niveau aujourd'hui... Je vous l'ai demandé, mais... Je réfléchis à cela, laissez-moi venir. La question de baisse de niveau aujourd'hui est une question fondamentale qu'on évoque pas aujourd'hui. Et c'est à plusieurs niveaux, tant au niveau de l'enseignement, tant au niveau du curricula, tant au niveau, bien évidemment, de ceux qui sont des véritables acteurs du système éducatif. Donc, il y a lieu de voir et d'aller autrement sur les principes là qu'on est en train de retrouver. En soi, oui, c'est très bon d'organiser ces examens blancs, mais le diagnostic qui a amené à cela, quel est ce véritable diagnostic-là? Et le temps, oui, le temps. On prend une décision aujourd'hui et en mars, on exécute. Alors que ce n'est pas une simple décision. Un examen national. Il faudrait plutôt l'annoncer sur 2 ou alors 1 an et par après se lancer à cela. Je me dis que le timing n'est pas très approprié. Mais si l'autorité prend la décision, c'est des techniciens qui ont étudié. Qui suis-je? Moi, je ne fais qu'analyser. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Malheureusement, on n'aura pas ce temps pour faire un deuxième tour des tables. Nous allons quand même le faire, mais ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Samir Ourossama. Écoutez, Guillaume, je voudrais saluer solennellement et rendre hommage donc au président de la République, Faure Gnassingbé, pour sa politique d'ouverture en vue d'une représentativité diversifiée et aussi plurielle. Au sein donc du prochain Sénat de la 5e République, à la lumière des résultats provisoires des élections sénatoriales proclamées donc par la CENI, et également plaider à ce que cette ouverture manifestée se poursuive avec la désignation du 1/3 des membres restants par le président de la République, et que la jeunesse soit aussi représentée au sein de cette seconde chambre donc du Parlement. Merci beaucoup à vous, Samir Ourossama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un honneur pour moi. Prosper Abouklou, vos mots de fin. Non, moi je vais retourner un tout petit peu vers les conclusions de l'UA par rapport à la réparation demandée par les Africains. L'appui fait donc par les instances africaines pour cette réparation contre l'esclavage, la colonisation, l'impérialisme. Je crois que les Africains doivent le marteler. On doit se victimiser.
quand on nous dit non, laissez passer, la victimisation n'est rien, et oublions un peu, c'est faux. Cette victimisation, plutôt c'est la colonisation et l'esclavage, tout ça là continue de nous détruire. Ça reste un pan négatif dans notre vie. La Shoah aujourd'hui, les Israéliens le prennent comme on appelle argent comptant. L'Allemagne a pesé des milliards à l'Israël contre, comme on appelle, la torture des Juifs à l'époque. Donc, nous aussi, nous devons acquérir la réponse. Il ne faut pas que ça soit des mots vains, qu'on le mette sur papier, et puis qu'on n'aille s'asseoir, qu'on nous appelle pour nous dire, oh non, c'est trop, vous en parlez trop. Oui, on a été victime, eux continuent de l'être. Le panafricanisme doit combattre ça. Et les Africains doivent tenir cela comme une baguette pour pouvoir s'offrir le cadeau nécessaire, enfin pas un cadeau, la réparation nécessaire. Merci beaucoup, Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à l'invitation et je crois que c'est un plaisir d'être toujours ensemble. Un plaisir pour moi également de vous avoir sur ce plateau. Dieu donne si un nouveau mot de fin. Alors Guillaume, merci pour l'invitation. Et moi je voudrais dire que le Togo est sur des rails de la décentralisation, des rails de non-retour de toutes les façons. Vous avez fait les municipales, et bien les régionales, le sénatorial, eh bien, la décentralisation qui s'articule autour de du partage de pouvoir et autres. Alors, par ricochet, moi je souhaiterais que aussi ces chefs de département, je parle de départements ministériels qui cumulent beaucoup de postes, qui sont à la fois des maires, des ministres et autres, et qui n'ont pas toujours du temps pour véritablement s'occuper de leur département. Je pense qu'il y a lieu de faire encore autrement. La maison n'est pas un bureau de signature de dossier, mais que tout le monde se retrouve devant la tâche qui l'incombe et fasse véritable. On n'est pas à un désert de compétences de toutes les façons au Togo. Lorsqu'on accumule des fonctions, il faut qu'on ait quand même les disponibilités nécessaires pour assumer en temps réel les lourdeurs administratives. Il faut qu'on arrive quand même à mettre fin à cela. On a assez fait dans la matière de la décentralisation. Bien de choses à tout le monde, tous ceux qui nous suivent par Internet. Eh bien, l'agence CET Kakaveli, je l'avais dit en début de cette émission. Merci félicitations. Beaucoup, Dieudonné Sewono, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Info, Elios Service. Merci beaucoup d'être passé. Que ce soit Elios Info, Elios Service, c'est la même chose. Merci. Elios Service, c'est beaucoup plus grand. Très bien. Ça, c'est aussi un cumul de fonctions, Dieudonné Sewono. Donc, juste pour vous taquiner, nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter cette émission. Merci à Pierrick Obanikwa et Richard Kourfanga à la réalisation. Merci également à Richard Amédessou, Florent Ekouekoué, Prudence Makoui et Senyo Wampa à la diffusion. Merci à Stéphane Kouonou et Thomas Choyi à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.